Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité de marque, Michael Ferrari. Bonjour. Bonjour Michael. Bonjour. Donc je suis particulièrement ravi de vous proposer cette interview aujourd'hui parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais Michael fait partie déjà des pionniers de l'indépendance financière en France. Et c'est aussi, il fait partie des personnes qui m'ont donné le goût d'investir et le goût d'entreprendre. Donc voilà, je suis particulièrement content de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Il va nous expliquer un petit peu dans cette interview, on va parler plus de l'aspect humain que de l'aspect financier de la chose, et il va nous expliquer un petit peu comment depuis 12 ans maintenant que tu t'es lancé, comment les choses ont évolué pour toi et faire un petit peu un retour d'expérience aussi là-dessus. Donc si le sujet vous intéresse, eh bien restez avec nous et on se retrouve tout de suite après le générique. Michael, déjà merci encore à toi d'être présent sur la chaîne aujourd'hui. Première question que je voulais te poser, donc pour éventuellement les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te représenter? Voilà, tu es le créateur et auteur du blog espritriche.com, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux te représenter un petit peu aussi pour qu'on ait une vision d'ensemble de ce que tu as accompli en termes d'investissement et d'entrepreneuriat? Oui, alors donc, comme tu le dis, j'ai créé Esprit Riche il y a 12 ans. Et en fait, ça a été mon véhicule vers l'entrepreneuriat, parce qu'au départ, c'était pas un business au départ. Et donc du coup, ça m'a permis de créer une véritable boîte autour de ça. Et en parallèle de ça, j'ai développé plusieurs aspects, dont effectivement l'investissement immobilier. Donc aujourd'hui, j'ai 45 lots que je possède. Que j'exploite en location, plutôt longue durée, pour la plupart, ou des colocs. Et puis je développe un portefeuille bourse. Et en fait, aujourd'hui, une de mes activités, je suis partagé entre de l'entrepreneuriat, un petit peu de gestion de mon patrimoine et surtout de la gestion de mes investissements. En fait. Ok, et dans l'ordre, en fait, quels ont été les étapes? En fait, par quoi tu as commencé? Est-ce que tu as commencé direct par l'entrepreneuriat ou plutôt l'IMO? Et comment tout ça s'est articulé? Parce que j'ai le souvenir, si je me réfère à mes souvenirs, qu'il y a une époque où tu n'étais pas un fan de la bourse, de mémoire. Ouais, bien sûr. Au début, c'est un des premiers articles sur le blog d'ailleurs, où je raconte que voilà, je suis pas fan de l'aspect bourse, de l'aspect, c'est quelque chose que je maîtrisais pas du tout à l'époque. Là aujourd'hui, j'en maîtrise on va dire une méthode assez précise. Je suis pas prétention d'être un super investisseur boursier, mais j'ai ma méthode avec les dividendes, les ETF, il y a un peu d'analyse financière que je maîtrise, mais voilà, et au départ, c'était pas le cas. Donc moi, j'ai commencé effectivement par d'abord entreprendre. Ça a été moi ma porte d'entrée, c'est ce qui m'a permis déjà de beaucoup progresser sur plein d'aspects professionnels, techniques, personnels. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment permis d'avancer. Et dès que j'avais atteint, on va dire, un premier palier sur cet aspect-là des choses, j'ai commencé par l'immobilier. Et quand dans l'immobilier, voilà, je me sentais un peu plus à l'aise, j'ai rajouté la partie bourse que j'ai développée et que je suis toujours en train de développer. Moi, je suis toujours en train d'apprendre. Je suis en ce moment même en train de suivre un cursus auprès d'HEC sur l'analyse financière des entreprises. Enfin, voilà. Moi, je suis constamment en train d'apprendre. Donc, on va dire, j'avais initié ces différents piliers et puis je suis en train toujours de les perfectionner, d'apprendre et d'avancer. D'accord, ouais. Et finalement, j'imagine que ça s'auto-alimente. Enfin, ce que tu. Oui, voilà. Alors après, effectivement, avec le temps, j'ai un peu élaboré mon modèle qui a en fait un écosystème, pour moi, qui est l'écosystème un peu idéal dans lequel tu as un business qui t'apporte non pas forcément de l'argent, mais simplement de la caution vis-à-vis des banques qui va les rassurer, leur donner confiance. Tu vas pouvoir lever de la dette, tu fais de l'immobilier. Et si ton business rapporte assez, l'argent, tu le places en bourse. D'accord. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un écosystème parfait. Ouais. Voilà, tu vois, donc, il y a vraiment un lien entre tout ça, avec quelques idées derrière, quelques idées, on va dire, un peu fondamentales, qui consistent à dire que l'immobilier, pour moi, il vaut mieux le faire avec de la dette, pas avec son argent personnel. Donc, quand tu as de l'argent, du coup, tu le places en bourse parce qu'il faut, tu as envie de le faire travailler, cet argent-là, ou sur des projets à moyen terme, mais pas dans de l'immobilier en direct qui peut être finançable. Quoi. Oui, voilà. Surtout en France où tu peux faire financer ça à 110%. Surtout en France où c'est, comme je le dis à chaque fois, en France, on a une chance incroyable.
incroyable. Donc les personnes qui se plaignent de ne pas avoir assez de financement ou que le taux c'était 1,95 au lieu de 1,65, franchement, on s'en fout. Ouais. C'est du détail, c'est du pinaillage et c'est vraiment pas le sujet. C'est ça, c'est vraiment le point de détail sur lequel tout le monde se focalise, alors que le truc important, il est là. Quoi, le truc important, c'est que la banque, elle va financer 110% de l'acquisition et que on va potentiellement rien mettre ou mettre 300 € de frais de dossier ou je ne sais quoi, et au regard de ce qu'on récupère, c'est-à-dire un bien immobilier. Quoi. Ah, mais tu prêches un convaincu. Donc, voilà. Justement, alors puisque tu parles d'immobilier, de banque, de financement, tu sais, bon, tu es aussi formateur sur Internet, et c'est vrai que souvent sur Internet, on met en avant le résultat, tu vois, la réussite ou le but à atteindre, mais on occulte assez fréquemment le fait que, alors volontairement ou pas, ça dépend des personnes, le chemin, tu vois, qui est nécessaire. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, au début, j'imagine que ta vie n'était pas celle qu'elle était aujourd'hui. Par quelles étapes tu es passé? Comment tu t'es organisé au début? Quelle était une journée type? Avec quels outils tu as commencé ou quels moyens pour peut-être aider aussi un peu les gens à se projeter et justement à faire sauter les excuses là-dessus? Alors, par exemple, quand j'ai démarré le blog, si on parle de cette période-là, donc j'étais consultant indépendant. Donc j'avais mes missions de conseil traditionnelles chez le client, tu vois, avec des horaires de bureau, quoi, 9h à 18h, des choses comme ça. Et donc j'ai démarré le blog en parallèle de tout ça. Et en fait, pour te donner une journée type à cette époque-là, c'est que je faisais ma journée de conseil. Et généralement, je me levais à 7h. Je passais 1 heure à bosser sur le blog. Après, je partais au bureau. Et quand je rentrais, le soir, je passais 1 à 2 heures à travailler sur le blog. D'accord. Donc voilà, la journée type, c'était ça. D'accord. Et après, j'ai développé des techniques d'efficacité. Et parfois, selon les missions, selon les clients, j'arrivais à prendre du temps dans la journée. J'arrivais à prendre 1 ou 2 heures dans la journée en plus pour travailler sur mes trucs. Donc voilà, donc la journée type, c'était des journées un peu à rallonge, quoi. Mais parce que, tu sais, il y a toujours le truc qui consiste à dire, quand on se lance, est-ce qu'il vaut mieux tout arrêter et lancer un nouveau truc à 100% ou est-ce qu'il vaut mieux faire un biseau, c'est-à-dire tu as ton activité et puis petit à petit tu as une nouvelle activité que tu développes. Voilà. Moi j'étais plutôt partisan de la seconde. D'accord. En termes de sécurité financière, ça me paraissait quand même beaucoup plus raisonnable de faire ça. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. C'est pas forcément le plus efficace, puisque forcément tu n'es pas dédié à 100% sur un projet. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai fait. C'est ce qui te correspondait en tout cas. Voilà, c'est ce qui me correspondait. Si une personne me pose la question, c'est ce que je vais recommander, c'est de faire comme ça. De toute façon, si la personne pose la question, c'est qu'elle n'est pas lancée à 100%, donc c'est que par déduction, c'est pas un casse-cou, donc voilà. D'accord. Donc c'est que c'est la réponse adaptée. Et donc voilà, la journée type, c'était ça, c'était travailler énormément. Et après, il y a eu une deuxième phase, c'est quand j'ai arrêté cette activité de consultant indépendant, où là, j'ai libéré mes journées. Et là, forcément, je faisais des journées un peu plus classiques. Mais après, sachant que moi, ce que j'ai toujours fait sur Internet, j'ai toujours trouvé ça passionnant. Donc, c'est pas juste un job, quoi. C'est pas juste, on arrive à 9h et puis on arrête à 18h. À partir du moment, de toute façon, où c'est de l'entrepreneuriat, les frontières deviennent très floues entre le perso, le pro, les questions de limite de temps deviennent beaucoup plus floues. Donc, on peut évidemment mettre des barrières, mais se fixer certaines règles de fonctionnement pour pas que ce soit n'importe quoi. Surtout si on a un conjoint qui est salarié ou qui a des attentes, qui par exemple va trouver bizarre que tu travailles le samedi ou le dimanche. Ou des trucs comme ça, ou comme si tu fais une conférence le dimanche à 18h, tu trouves ça super bizarre, tu vois, voilà, ce genre de trucs. Donc il faut fixer certaines règles en fonction de... Mais voilà, après la deuxième phase où j'étais dédié purement à l'entrepreneuriat, c'était d'une certaine manière plus simple, mais je bosse, même aujourd'hui je bosse encore pas mal. Alors aujourd'hui je bosse moins qu'il y a 2 ans ou 3 ans, mais je bosse encore pas mal parce que j'aime bien ça donc voilà, en tout cas, il y a eu, le message que j'ai envie pour répondre à ta question, c'est qu'il y a eu 6-7 ans où je bossais énormément, non-stop, et j'avais quelques loisirs à côté, mais c'était vraiment peu de choses. Enfin, j'étais dédié à mon business. J'étais focus sur ton business. J'étais focus à mon business et voilà. Et c'est ce qui, je pense aussi, a contribué au résultat, quoi. Ouais, bien sûr. D'accord. Donc voilà. Ok.
Ouais, c'est intéressant. Alors du coup, tu as soulevé un point important que je voulais aborder. Tu parlais de poser des limites, surtout quand tu as un conjoint ou une conjointe qui est salarié ou qui, sans forcément l'être, est tout du moins un peu plus dans un cadre classique, on va dire. Bon, toi, tu es père de famille. Comment tu fais, ou comment tu as fait et comment tu fais, pour réussir à concilier les deux et justement emmener ta famille sur la même direction que toi, sans que tu sois pris pour un fou qui va faire une conférence à 18h le dimanche, par exemple? Déjà, moi j'ai une grande chance, c'est que ma femme m'a toujours soutenu dans ce que je faisais. Ses parents étaient commerçants, enfin ils ont arrêté leur activité, donc ils étaient commerçants indépendants. Ouais. Donc elle a toujours eu ce truc de l'indépendance. Alors indépendance, des fois ça veut dire galère aussi, ça ne veut pas forcément dire liberté et argent à volo. Donc elle a toujours eu cette volonté, donc elle comprenait, elle a jamais été salariée. Toujours indépendante, donc elle comprenait, donc elle comprend toutes les contraintes, les aléas qu'il peut y avoir dans l'entrepreneuriat. Ouais. Donc ça, c'était une grande chance. Après, effectivement, c'est pas pour autant que il y a des périodes. En fait, c'est beaucoup une question de communication, je pense, énormément. Déjà dans le couple, d'avoir des objectifs communs, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi je vais faire cette conférence dimanche, c'est quoi la vision derrière, pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qu'on est en train de développer, et quel est le lien pour le couple. Donc c'est bien d'expliquer tout cela. Et après de fixer des règles, dire qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK dans le fonctionnement du couple en termes d'horaire, en termes de disponibilité. Aujourd'hui j'ai 2 enfants, j'ai envie de les voir, j'ai envie de passer du temps avec eux. Donc je ne peux pas bosser toute la journée non-stop jusqu'à 22h. De toute façon, je n'ai pas envie de le faire. Ouais, j'imagine. J'ai envie de faire des breaks, j'ai envie de passer du temps avec eux quand ils sont dispo. Donc, c'est de s'autoriser aussi à beaucoup de souplesse dans son agenda. Surtout si on a été salarié avant, qu'on a été assez formaté sur le truc, tu sais, d'être occupé versus être efficace. Donc on a souvent ce travers. Moi je le sais, je l'avais beaucoup, je l'ai un peu moins maintenant, mais je l'avais beaucoup de se dire, il faut faire des journées de travail. En fait la journée, tu commences à 9h et tu termines à 17h, 18h. Il faut faire ta journée de travail. Alors que des fois, c'est peut-être plus efficace de se dire, je fais la matinée, je vais faire que les trucs importants. Je vais faire que la matinée et puis l'après-midi, je vais faire autre chose. T'autoriser à lâcher prise un peu. T'autoriser à faire autre chose. Quand tu n'es plus en mode lancement survie, quand tu lances un business, tu es en mode lancement survie, donc tu ne fais pas ça au début. Mais tu vois, quand ton business il atteint un certain niveau de maturité, qu'il commence à y avoir de l'inertie, tu es un peu moins en mode survie, tu vas peut-être déléguer beaucoup de choses. Donc, ta présence n'est pas aussi indispensable à tout moment qu'elle l'est au départ. Donc moi, il y a des le fait d'avoir ces réflexions-là et puis de faire des changements dans mon emploi du temps a beaucoup aidé à faire en sorte que ça fonctionne dans le couple et que ça soit accepté et au contraire que ce soit même un avantage. Des trucs tout bêtes, par exemple. Moi j'aime bien la liberté que ça procure l'entrepreneuriat et donc typiquement une des libertés que ça offre c'est d'aller faire des activités, des balades, des choses quand les gens sont au travail. La plupart des gens sont au travail. Donc typiquement c'est ce qu'on fait. Tu vois, on va s'autoriser à se dire je sais pas, on prend un jour dans la semaine, on va visiter une ville ou faire un truc que normalement tu te dirais de manière logique et rationnelle, c'est pas cohérent quand tu as un business de dire tu prends une journée. Là on va le faire et puis en fonction de mes besoins, soit je bosserai peut-être plus, je sais pas, je vais reprendre une matinée dimanche et je vais bosser dessus, je vais compléter si j'ai un truc à terminer, soit tant pis, c'est juste une journée qu'on a prise sur la semaine. Voilà. Donc c'est aussi de montrer à ton conjoint les bénéfices. S'il n'a que les contraintes de dire en fait tu es tout le temps pris sur ton ordinateur ou tout le temps sur ton téléphone et qu'en plus des fois le dimanche soir tu fais des conférences, des machins, qu'il n'y a que les contraintes, c'est dur à accepter. Donc il faut aussi montrer les avantages pratiques en termes d'organisation et de souplesse que ça peut apporter. D'accord. C'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que si comme tu dis, tu montres que le côté négatif, contrainte. Il faut se mettre à la place de l'autre et se dire ok, peut-être ça serait peut-être mieux que si tu reprenais un job de salarié, au moins on aurait des vraies vacances. Des vraies vacances où tu n'es pas sur ton truc et tu vois ça. C'est ça, où tu fermes, mais je vois très bien. Donc c'est toujours une question de phase. Quand on est entrepreneur, surtout quand on lance son activité,
c'est pas le moment où on a ce genre de réflexion. Hein. On est en mode lancement survie, Oui. couteau entre les dents. On bosse, on envoie tout ce qu'il faut envoyer pour que ça marche. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est aussi dire au conjoint, là c'est la période de lancement, il y en a pour 1, 2, 3 ans. Où ça va être voilà, compliqué. c'est pas le moment. Ouais. Après, oui, mais voilà. Donc, Ouais. Ouais, mais il faut déjà avoir cette vision pour l'autre à 2, 3 ans, comme tu dis. ouais, voilà, ben, c'est pour ça que je dis il faut bien partager les objectifs, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire. Si par exemple le conjoint aime voyager, ça va lui parler. Si vous lui dites, ben, voilà, une fois que ça sera lancé, on pourra s'autoriser à voyager, à être itinérant, à travailler en camping-car, enfin je sais pas, un truc qui est un délire qu'on peut avoir, quoi, voilà, mais faire des trucs où la personne se dit ok, j'en vois l'intérêt. Ouais, ça lui donne un objectif. Quoi. Ouais. D'accord, ok. Si on reparle un peu d'immobilier, tu as dit que tu avais un peu plus de 40 lots aujourd'hui, principalement de la longue durée. Oui. Alors, déjà, moi j'aimerais savoir en combien de temps tu les as acquis. Est-ce que ça s'est fait de façon linéaire ou est-ce qu'il y a eu des creux et puis des périodes un peu plus productives dans l'acquisition ? Et une question qui est intéressante justement dans le fait de se dégager du temps, est-ce que tu as géré toi-même ? Si oui, combien de temps ? Sinon, comment tu t'es organisé et comment aujourd'hui tu gères un parc de 46 lots, c'est ça ? Ouais, 45, 45. Ouais, 45 à l'heure actuelle. Ouais. Alors, ben, non, ça s'est fait en dents de scie. J'ai fait le premier projet, c'était en 2011, donc ça remonte un petit peu. Et après ce premier projet, j'ai rien fait pendant 3 ans. D'accord. Tu vois, donc j'ai fait le premier. Et après, je suis reparti. J'étais consultant indépendant à l'époque, donc j'étais assez pris sur les missions clients. J'avais des missions intéressantes. Je travaillais sur le blog, voilà. Donc j'étais beaucoup là-dessus. Et après, à partir de 2014, en gros, c'est pour ça que je dis souvent que j'ai fait mon parc en 4 ans. Parce qu'en gros, entre 2014 et 2018, voilà, j'ai fait le reste. D'accord. Si tu veux. Donc tu as eu pouf, plus rien, puis d'un coup. Voilà. Donc il y en a eu un il y a longtemps, et puis le reste en 4 ans, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, Ok. Donc aujourd'hui, dans ma stratégie, moi, je voulais concentrer l'essentiel de mes projets au même endroit, dans l'optique de déléguer. D'accord. Tu vois, pour répondre à ta question, moi, j'ai jamais été dans une optique de me dire je vais me créer un job avec l'immobilier. L'immobilier, pour moi, c'est vraiment une activité annexe. Voire, des fois, j'exagère un peu en disant c'est un loisir que j'ai à côté. C'est vrai, pour moi, c'est un truc annexe. C'est pas, c'est vrai que souvent, les gens qui ne me connaissent pas trop se disent que je fais de l'immobilier. En fait, c'est vraiment un truc annexe pour moi. C'est-à-dire que, alors j'en fais un peu tous les jours. Tu vois, donc j'ai un gestionnaire que j'ai mis en place. Donc c'est un indépendant avec lequel je travaille, que j'ai identifié, que j'ai formé. Et donc je lui ai défini les processus. Et il applique. Et voilà, moi je suis en soutien, on va dire, opérationnel pour lui, mais l'essentiel, c'est lui qui le fait sur le terrain. Et puis, plus on avance, plus on évolue dans notre relation et dans ce qu'on en met en place, plus je lui délègue d'aspects dans la gestion. D'accord. Voilà. Donc, ma vision, ça a été toujours de dire, je veux avoir un volume suffisant pour pouvoir déléguer à une personne. D'accord, parce que cette personne n'est dédiée que à ton activité, c'est ça ? Ou elle fait d'autres choses à côté ? Non, elle fait d'autres choses à côté. D'accord. Elle fait d'autres choses à côté. Mais moi, je voudrais, tu vois, ma vision idéale à terme, c'est qu'il y ait une personne dédiée entièrement. Que ça, qui fasse que ça. Ok, je comprends mieux. D'où l'intérêt de tout regrouper au même endroit dans la mesure du possible. Oui, si tu éparpilles, tu ne peux pas faire ça. Donc, voilà, donc là, pour moi, je crois plus à la force de l'intégration, de bien maîtriser ton tissu artisan, banque, en local. Et donc ça nécessite de tout gérer de cette manière-là. D'accord. Voilà. C'est intéressant. C'est une vision. Ça veut dire que en amont, bien en amont même, tu avais déjà identifié cet objectif. Au début, 4 ans avant. D'accord. En train de me dire c'est ça qu'il faut faire, atteindre une 50aine de lots, tu as une masse critique. Qui fait que tu as certaines économies d'échelle que tu peux commencer à faire. Quoi. Voilà. Ok. Sachant que tu vois, une 50aine de lots à gérer, c'est du travail, mais c'est pas non plus de la folie. Tu vois, une personne dans une agence classique, elle gère 300 lots, mais elle fait que de la partie administrative. Là, lui, il est sur le terrain aussi. Donc ça veut dire que si jamais tu as besoin de faire des choses aussi variées que réparer une chasse d'eau ou bien faire un état des lieux de sortie et rénover un appartement complet, c'est cette personne qui va être ton relais sur terrain. Voilà. Alors, lui, il ne fait pas les travaux, mais il va accueillir les artisans pour qu'ils fassent les devis, échanger avec eux. Il va être vraiment mes oreilles et mes yeux sur le terrain. D'accord. C'est intéressant. C'est extrêmement intéressant. D'accord. Ok. Et du coup, donc on remonte en 2007 quand tu t'es lancé vers l'indépendance financière, enfin quand tu as commencé avec le blog et à partager ça.
Ça fait quand même un sacré bout de temps maintenant. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce qui a changé depuis 2007 déjà dans ta vie. Est-ce que tu as toujours eu cette vision de la vie que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu disais, voilà, moi, c'est ça que je veux et tu étais focus? Ou est-ce que, tout en étant ambitieux, tu t'imaginais pas arriver à ce niveau-là? Et qu'est-ce que tout ça, finalement, t'a apporté d'une façon générale? Ouais, alors... Question assez vaste. Ouais, non, mais c'est intéressant de revenir dessus. En fait, quand moi, je me suis lancé, je ne suis pas un adepte, moi, de développer la vision. Tu sais, on te dit, il faut faire un vision board avec des images, machin. Moi, j'ai jamais été accro à ça. D'accord. Je dis pas que ça marche pas, c'est juste que moi, ça marche pas avec moi. J'ai du mal à visionner les choses à l'avance. Par contre, en 2007, j'étais vraiment, tu sais, on dit dans les fondamentaux humains, tu as les gens qui sont attirés vers quelque chose et tu as les gens qui fuient quelque chose. Oui. Donc moi, j'étais vraiment dans la fuite, c'est-à-dire je ne voulais pas être salarié. D'accord. Je ne voulais pas faire des jobs comme ça et puis ou plus ou moins intéressants, parce que j'avais quand même des postes plutôt cool, mais voilà, avec des missions variables où tu maîtrisais pas beaucoup de choses. Et puis je voyais autour de moi, j'observe beaucoup les choses. Donc je voyais, tu vois, des gens qui avaient 45, 50 ans dans mon secteur, on les considère un petit peu comme des rebuts, quoi. Ouais. On dit pas, les gens ne vont jamais dire ça parce que c'est pas politiquement correct. Oui. Mais la réalité des choses, quand tu écoutes bien les managers, les RH, comment ils en parlent, voilà, il y a de la retenue, mais voilà, ils disent, oui, ils ont de l'expérience, oui. Mais en fait, pour eux, dans le secteur dans lequel j'étais, c'est pas intéressant de travailler avec des seniors comme ça. Il y a beaucoup plus de marge sur des jeunes. Oui. Ils sont beaucoup plus malléables, ils sont beaucoup moins chiants. Ils vont beaucoup. Ouais, c'est la réalité des choses. Oui, oui. C'est la réalité des choses. Donc ils posaient beaucoup moins de questions. Voilà. Donc il faut quelques seniors managers, mais c'est tout. Donc tu sens que voilà, c'est un peu. Plus tu sais, c'est pas comme un vin où tu vas te bonifier et tu vas prendre de la valeur. Ta valeur se dégrade. D'accord. Donc, sur le marché du travail. En tout cas, dans ce secteur-là, c'est pas vrai de manière générale, mais dans ce secteur-là, pour moi, dans mon métier, c'était le cas. D'accord. Et donc, je me suis dit, ok, ça va pas durer longtemps pour moi. J'ai pas envie de rester là-dedans et puis de me débattre finalement d'une certaine manière avec ces règles du jeu, quoi. Donc, mon souhait, mon envie, moi, ça a toujours été de dire, je veux avoir le moins de contraintes possible. Ouais. Et donc, si tu veux, ma vision, elle est là, quoi. C'est vraiment de respecter cette valeur de liberté. D'accord. Ta ligne directrice. Ouais, voilà. Et après, j'ai pas eu, avant d'avoir pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, avant d'avoir le côté où je me dis, je veux avoir un gestionnaire et puis, tu vois, ne pas me créer un job dans l'immobilier. Oui. Parce qu'investir dans l'immobilier, c'est bien. Mais si tu fais que ça, généralement, tu te crées un job. Oui, c'est ça, exactement. Ou une activité secondaire. Donc voilà, à partir du moment où je me suis dit, ok, je veux avoir un patrimoine immobilier, mais que ça m'apporte de la liberté, donc je veux mettre un gestionnaire à ma place. Et donc là, j'ai commencé à développer une vision à partir de ce moment-là. D'accord. Mais au départ, pas du tout. Au départ, c'était vraiment, je veux arrêter tous ces trucs de contrat de travail à la con. Où je me souviens, il y a une fois, donc j'étais consultant, même au départ salarié, j'étais salarié 1 an et demi à peu près, où donc, pour les gens qui ne savent pas, quand on est, enfin moi dans mon activité de consultant, en fait la société qui t'emploie, finalement c'est presque une boîte aux lettres ou une adresse administrative. Parce qu'en gros tu es chez le client, tu fais la mission pour le client et ta boîte elle gère le contrat, la relation contractuelle. Donc en gros il y a une fois où je voulais partir en vacances, tu vois. Donc moi je vois avec le client il est OK, donc je dis à mon boss, je dis je pars en vacances de telle date à telle date. Et il le prend mal, tu vois, il le prend mal. Ouais, normalement, tu dois demander l'autorisation et tout ça. Je dis non, mais j'ai vu avec le client. Oui. Non, c'est pas ça, tu dois me demander à moi. D'accord. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui ont tendance à m'énerver. Ouais. Parce que, en fait, c'était juste une question d'ego et d'autorité, parce qu'en fait, j'avais fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire demander au client, qui est la personne pour laquelle je travaillais. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui font, je me suis dit, ok, bon, moi, l'autorité, c'est peut-être pas mon truc numéro 1. Donc, voilà, va falloir faire des choses pour que on soit pas embêté par ça. Je souris parce que ça me parle. Ouais, ça me parle beaucoup, c'est pour ça. Je pense qu'on a vécu un peu la même chose, donc non, mais je te comprends complètement, c'est sûr. Ouais, voilà, donc voilà, moi, c'était la fuite de ce genre de contraintes, ce genre de trucs un peu idiots, un peu arbitraires parfois. Où tu vois,
on sent que si tu fais du bon travail, on est content, mais tu peux pas partir avant parce que quand même, pour les autres, c'est bien que tu sois là et que tu restes jusqu'à 18h quand même. Ouais, tu fais du présentéisme. Ouais, c'est sûr. Voilà. Je vois. Ouais, donc tu as cette ligne directrice de je veux être libre, je veux le moins de contraintes possible et au fur et à mesure que tu avances en gardant ça en tête, tu t'adaptes et tu vois un peu les nouveaux projets qui voilà, qui arrivent, ça. quoi. C'est ça. Moi, je suis beaucoup dans l'idée que tu construis quand même quelque chose en marchant, quoi. D'accord. Plus tu marches, plus tu fais de pas, plus tu vas pouvoir développer un champ de vision et une compréhension aussi de ce que tu fais. Parce que au départ, faut pas se leurrer, quoi. Quand tu lances un nouveau business, peu importe le secteur, tu sais pas trop dans quoi tu te lances en fait. Ouais. Tu sais quasiment jamais et tu apprends vite en faisant. Donc c'est vraiment en faisant que tu peux développer une bonne vision des choses. D'accord. Alors ça c'est intéressant parce que du coup ça me fait penser à une question. Est-ce que tu t'es défini un point limite, que ce soit en termes de lifestyle ou de revenus ou de patrimoine, peu importe, mais est-ce que, pour faire simple, il y a un moment où tu te dis « je suis arrivé » ou est-ce que tu as perpétuellement des projets, des nouvelles choses qui te viennent et où tu te dis « laissons la porte ouverte au possible ». Ouais, alors oui. Moi, je fonctionne pas en termes d'objectifs. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un jeu. Ouais. Et donc, il n'y a pas de fin, en fait. Il n'y a pas de fin. Tu vois, je ne suis pas en train de me dire il faut absolument que je sorte de la partie où j'arrête quand j'ai atteint ce truc-là ou ce truc-là. Déjà parce que quand tu réfléchis comme ça, il y a des effets collatéraux, notamment c'est assez déprimant. Si tu te dis par exemple, dès que j'ai 20 appartements, je vais être le roi du pétrole. Et, parce que quand on fait ça, souvent inconsciemment, on prend tous les problèmes qu'on a dans la vie, les petits ou gros, et on se dit quand j'aurai ça, tout va être résolu en fait. C'est un peu ça la démarche qu'on a un peu tous. Et donc je pense que c'est un biais de raisonnement de faire ça, parce que en gros quand tu arrives à tes 20 appartements, tu dis en fait j'ai toujours la même vie mais avec 20 appartements. Avec 20 appartements. Avec les emmerdes de gérer 20 appartements, tu vois. Donc c'est un peu ça le truc. Donc non, moi je pense que c'est plus une construction, parce que dans mon fonctionnement je suis plutôt sur un mode orienté croissance, donc apprendre en continu et ça n'a pas de fin, donc toujours dans dire j'apprends, je progresse, je développe. Des fois, je réoriente, des fois, je me trompe, des fois, on corrige. Mais dans se dire, voilà, c'est un chemin. Donc, il n'y a pas un but précis où je me dis, si j'atteins tel truc, alors là, je ferme tout. Et voilà. J'aurai la villa sur la mer avec 3 supercars. Et puis voilà. Et puis, quand tu as la villa sur la mer avec 3 supercars, tu te dis, quand même, mais ça serait bien d'avoir un jet. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de fin. Et c'est pas forcément, là on a pris un exemple pour rigoler, matérialiste, mais c'est pas forcément matérialiste, parce qu'il y a des gens qui vont se dire non mais moi je suis pas tiré par les voitures ou par les maisons et tout ça. Moi je vous dis attendez, quand vous aurez la villa avec le garage vide, ça va vous faire bizarre, vous allez pouvoir mettre des gens dans le garage. Non voilà, donc non mais après voilà, chacun ses besoins, et puis pour dire que les besoins évoluent de toute façon. Et des fois c'est à l'opposé, des fois c'est aussi dans l'idée de se dire être totalement libéré c'est-à-dire par exemple, tu vois, moi il y avait un des paliers qui était de me dire je veux pouvoir habiter n'importe où et finalement d'avoir des actifs qui payent mon style de vie, quoi. Tu vois, ça a été un des paliers importants de se dire ok, en fait je peux faire un petit peu ce que je veux, tu vois, sans que ce soit d'acheter une montre en or ou des trucs comme ça tous les jours, mais le quotidien tu peux faire ce que tu veux, c'est tout payé par tes actifs. C'est ça. Donc ça, c'est un palier où tu te sens vraiment libre. C'est un palier où c'est ça. C'est-à-dire que tu t'orientes pas forcément vers un style de vie luxueux, coûteux et que des choses très chères, même si ça fait partie ponctuellement peut-être des plaisirs. Mais effectivement, je te comprends sur le côté de se dire en fait, je ne me pose pas la question au quotidien si j'ai envie d'habiter là, j'y vais. Si quand je vais faire mes courses, je ne regarde plus combien ça va me coûter parce que c'est bon, c'est pas un problème. Et je suis d'accord, je te rejoins assez sur cette notion de liberté en fait. Ça, moi, je sais que ça a été un choc. Il y a même une fois, donc, pour faire le lien avec ce qu'on disait sur les conjoints, parce que ça, tu vois, ça c'est ton délire à toi, mais il y a le conjoint, lui, il n'est pas là-dedans. Et je sais qu'une fois, j'avais fait un truc.
à la fois pour me faire plaisir et puis à la fois pour provoquer un peu ma femme, la faire bouger. Tu vois, un truc tout bête. Tu vois, moi je viens d'une famille très modeste, donc on avait peu d'argent, donc quand on achetait des vêtements, c'était en solde ou alors dans des magasins vraiment à petit prix. Ouais. Donc un truc tout bête que j'ai fait une fois avec ma femme, je l'ai amené dans un magasin, je sais c'était quoi, un truc genre Hugo Boss, je sais pas quoi là. Et j'ai vu 2 trucs qui me plaisaient, je les ai pris tout de suite, tu vois. D'accord. Alors que c'était pas, tu vois, c'était pas en solde, c'était rien, donc ça m'a coûté, je sais pas, 200 balles, voilà. Et elle est ressortie, elle était un peu choquée, quoi, en train de se dire. Mais même moi, j'étais un peu choqué parce que je fais jamais ça d'habitude. Ouais, tu vois, mais c'est juste pour me dire, on peut le faire, quoi. On peut le faire, voilà. Donc c'est pour dire, sois détendu, tu vois. Ouais. Détends-toi, on peut faire plein de choses. Donc c'est pas pour autant qu'on va faire ça à chaque fois parce que pour moi, ça paraît toujours déraisonnable de le faire. Ouais. Mais voilà, si un jour tu as envie de ce truc-là, on peut le faire. C'est ça. On peut le faire. Ouais, voilà, et plutôt que de... Et dans l'esprit aussi de se dire, ça c'est un truc important pour moi aujourd'hui, enfin tu vois, dans les changements que ça m'a apporté, c'est le côté pratique des choses. Moi, aujourd'hui, je me rends compte que, tu vois, liberté, c'est un peu abstrait comme concept. Un des effets concrets, c'est vraiment l'aspect pratique des choses, c'est-à-dire, tu veux ce t-shirt, tu veux ce polo, tu en as besoin tout de suite, tu le payes tout de suite. Voilà. Tu ne vas pas te galérer à aller le commander sur Internet pour économiser 10 €. Tu ne vas pas te galérer à attendre 3 mois parce que machin. Tu le veux, tu le prends. C'est ça. Tu n'as pas envie de prendre ta bagnole pour aller là-bas parce qu'il y a du trafic, le parking c'est la galère, tu prends un Uber, tu t'en fous. Voilà. Tu ne veux pas aller au magasin à côté, tu te fais livrer tes courses d'ailleurs, tu t'en fous. Voilà. Exactement. Le côté pratique des choses, je trouve, est génial en fait. Et c'est un des plus gros avantages, je pense, d'avoir un peu d'argent, c'est vraiment organiser sa vie pour qu'il y ait le moins de contraintes possibles, le moins de petites frictions possibles. Plus de friction, voilà, à devoir soit prendre ta voiture, aller là, faire des trucs, faire des démarches, voilà. Je sais pas. Les premiers, tu vois, un des tout premiers trucs que j'avais délégué, c'est le ménage, tu vois. Ah oui. Tu vois, pour moi, c'était inconcevable de déléguer ça, de payer, tu vois, déjà ça coûte de l'argent pour un service. J'aurais jamais pu imaginer le faire un jour, tu vois, mais juste quand j'ai commencé à le faire, c'était il y a longtemps, hein, j'étais encore à Paris à l'époque. Il y a quelqu'un qui vient et puis qui nettoie ta maison, qui la range. Putain, c'est bon quoi. C'est trop bon. Bah ouais, tu te dis, plutôt de passer de ton lundi à vendredi à bosser et que le samedi ou le dimanche, tu prends 2 heures ou 3 heures pour faire ton ménage, là c'est fait quoi. C'est ça. Voilà, donc déjà quand tu commences à rentrer là-dedans. C'est ça. Voilà. Ça me fait sourire parce que je l'ai fait depuis pareil 3-4 mois. J'ai enfin passé le cap et je te comprends complètement. Tu te dis, pourquoi je ne l'ai pas fait avant. C'est ça. Et puis alors, souvent aussi le raisonnement c'est de se dire, mais ça me coûte de l'argent, mais peut-être tu vas être d'accord, mais si tu utilises ces 2 heures ou ces 3 heures à bosser sur tes investissements ou sur le prochain ou sur tes business et que finalement ça te rapporte plus que ça te coûte, en fait ça te fait gagner de l'argent. Quoi. Alors ça c'est quand tu rationalises un peu le truc. C'est pour te rassurer. Après l'étape suivante, tu vas dire en fait c'est juste parce que ça m'emmerde et juste parce que je préférerais aller marcher 2 heures et me balader que juste faire ça, quoi, qui est quand même une tâche ménagère. Quoi. Voilà, donc voilà, je te comprends. Tu verras dans quelques mois. Tu diras en fait, j'ai pas envie de bosser pendant ces 2 heures. Non, mais de toute façon, je reviendrai pas en arrière, c'est sûr, je peux te le dire. Alors, tu en as parlé un petit peu, tu as partiellement répondu à la question, mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir, tu sais, tu as beaucoup de personnes, pas que pour toi, mais d'une façon générale, qui ont du mal à comprendre pourquoi, si tu es libre financièrement ou indépendant financièrement, en gros, tu pourras arrêter de bosser complètement, toute activité te la couler douce. Pourquoi tu continues ? Parce que c'est intéressant, c'est ce que j'apprends. C'est souvent les gens, ils projettent leur propre désir. C'est un peu le problème avec Internet, c'est que les gens projettent beaucoup de eux sur les gens qui regardent. Donc, comme souvent eux, leur seule envie, c'est d'arrêter de travailler parce que parfois, comme moi à l'époque, j'avais un job qui était bien, mais je voulais l'arrêter. On s'imagine que dès qu'on a atteint un certain niveau de réussite, ça veut dire qu'on ne va plus rien faire. Mais bon, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, les gens qui atteignent un certain niveau de résultat, ce n'est pas le genre de personne qui va se mettre au bord de la piscine à rien faire pendant 8 heures dans la journée.
C'est ça. C'est pas le profil. Hein, c'est pas le profil glandeur ou mec qui veut vivre des minima sociaux ou je sais pas quoi. Voilà, donc ça colle pas avec le profil. Déjà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que pour arriver là, t'as charbonné généralement. Il faut charbonner. Et une fois que tu as commencé à envoyer du travail, que tu as commencé à avoir des idées, à faire des choses, tu vas pas tout d'un coup tout arrêter et partir à la retraite, quoi. Tu vas pas aller te mettre à pêcher 4 heures par jour et aller faire du bridge l'après-midi, tu vois. Ça colle pas avec le profil. C'est ça. Après, ça veut pas dire que tu vas être à fond, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui suivent Gary Vee et qui, lui, il est à fond. Lui, c'est l'extrême opposé, tu vois. Lui va mourir d'une crise cardiaque bientôt. Prochaine, je lui souhaite pas. Je l'adore, hein, mais il est à fond de partout. Après, on a peut-être moi, j'ai levé un peu le pied. Mais il y a toujours des projets intéressants. Donc pourquoi je continue? Parce qu'il y a toujours des projets intéressants. Le marché évolue. J'apprends des choses. Moi, mon moteur, c'est l'apprentissage. Ça n'a jamais été, d'arrêter un jour. C'est pas un objectif, arrêter un jour. D'accord. Ça n'a pas de sens. C'est même un concept de salarié, j'ai envie de dire. Tu vois, arrêter un jour. Tu vois, arrêter de travailler. Ça suppose que tu travailles. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. C'est ça en fait. Donc, c'est faire la distinction entre le travail contrainte et puis le que comme tu dis que tu n'as même plus l'impression de travailler parce que c'est un plaisir finalement ce que tu fais. C'est quelque chose qui t'éclate au quotidien. C'est un plaisir. Il y a toujours 2-3 tâches dedans qui sont chiantes. Hein, on va pas se mentir. Moi, quand mon comptable il m'appelle, ça m'énerve. Tu vois. Je dis, je sais que vous allez me faire perdre du temps et me poser des questions inutiles pour moi. D'accord. Du reporting, du machin, il faut le faire. Ok, on le fait. Mais faites vite, ça m'intéresse pas. Voilà, il y a des contraintes. J'adore les comptables, hein, c'est pas pour. Mais ils regardent dans le rétroviseur. Je dis moi le rétroviseur, ça m'intéresse pas, quoi. Voilà, donc. Ce qui t'intéresse, c'est d'aller de l'avant, quoi. C'est d'aller de l'avant, ou alors qu'il utilise le rétro pour me dire attention là ou là, mais il le fait pas. Donc, bref, s'il me regarde. Mais voilà, donc il y a toujours des contraintes dans ce qu'on fait, des trucs. Mais après. Notre force quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut les limiter, les réduire au maximum, les contenir pour se focaliser sur ce qui nous fait plaisir, quoi, voilà. Ok, en tout cas merci parce que ça c'est hyper intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme tu dis, ont du mal à comprendre, quoi. Enfin, comme tu dis, quand tu es dans le côté salarié où finalement ton objectif numéro 1 c'est déjà si je suis capable de quitter mon job salarié, ça paraît presque inatteignable, quoi. Donc en fait, là, t'es encore une étape après, quoi. Donc, c'est ça. C'est que les gens, ils se demandent pourquoi t'as pas arrêté, alors que déjà, ils devraient se concentrer sur eux, sortir déjà du salariat, quoi. Après, vous verrez. Après, vous verrez. De l'autre côté, c'est différent. On raisonne plus pareil, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta plus grosse erreur? Parce que tout à l'heure, tu dis que tu fais des erreurs. T'en as fait, que tu continues d'en faire. Je pense qu'on en fait tous. Est-ce qu'il y en a une où vraiment tout confondu, où tu te dis, oula, celle-là, si j'avais pu l'éviter en fait, je pense qu'une des grosses erreurs que j'ai faites, ça a été de ne pas investir plus tôt et plus vite dans l'immobilier. Parce qu'au final, tu vois, j'ai commencé tard. Je pense, j'avais 28 ans ou un truc comme ça. Donc, j'ai commencé assez tard. Et puis, comme je te disais, j'en ai fait un. Et puis, j'ai attendu 3 ans. Alors que si j'en avais fait 1 ou 2 par an... mon patrimoine serait plus important. Alors ça ne changerait rien à mon niveau de bonheur dans ma vie aujourd'hui, mais je pense que ça m'aurait donné une autre trajectoire, tu vois. Donc ça, je pense que c'était une grosse erreur de ne pas investir plus tôt et plus, tout simplement. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment le truc que si je pouvais, je le corrigerais, quoi. Tu corrigerais ça. Ok. Alors, en 12 ans maintenant de accompagnement, conseil, recherche sur l'investissement, l'entrepreneuriat. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui fantasment, beaucoup de gens que ça intéresse, mais finalement, en proportion, je trouve qu'il y en a bien peu qui passent à l'action, tout confondu. Est-ce que tu as identifié, avec toute l'expérience que tu as emmagasinée, là où les raisons principales qui font que, justement, il y a aussi peu de personnes qui, finalement, osent passer le cap? Alors oui, il y a plein de raisons pour moi. La première, c'est que déjà c'est difficile, pas techniquement mais psychologiquement, de se lancer dans ce type d'investissement quand personne de l'entourage ne le fait, quand au contraire peut-être que l'entourage même te décourage. Et quand toi t'es pas sûr du truc,
es plus ou moins préparé. Voilà, ça, il y a ce premier truc, c'est que psychologiquement, c'est assez difficile, c'est nouveau, on se met en risque. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Deuxième aspect, après, ça dépend comment la personne elle est préparée, accompagnée, formée. Si elle n'a pas tous les éléments qui la rassurent, forcément, elle ne va pas se sentir en maîtrise de se lancer. Troisième aspect, c'est que si la personne elle est déjà avec une vie assez chargée en termes de contraintes, travail, familial ou autre, elle ne va pas forcément trouver l'espace ou créer l'espace pour se mettre à investir. Parce que si on veut le faire soi-même, ça prend quand même du temps. Ça ne se fait pas en 1 heure par jour. Voilà, il faut quand même s'investir. Donc ça, c'est une contrainte aussi importante. Si la personne n'a pas développé de gestion du temps, n'a pas de capacité à optimiser ce qu'elle fait dans son travail par ailleurs, voilà. Ça peut être une grosse contrainte opérationnelle. Voilà. Je te dirais aussi que, d'une certaine manière, ce qui fait que tout le monde ne se lance pas, c'est que tout le monde n'a pas besoin de se lancer pour être satisfait. Ouais. Dans le sens où tu as des gens, enfin une partie des gens qui vont retirer beaucoup de plaisir et de satisfaction juste d'avoir suivi une formation. Ça, c'est intéressant. De se dire, j'ai compris les mécanismes, je vois un peu mieux, je le ferai plus tard. D'accord. Tu vois, elles ne sont pas dans la frustration de dire, je ne peux pas le faire. Elles se disent juste, je comprends mieux. Je vois, ça a l'air bien. Tu vois, donc ça répond à leurs besoins du moment. Ouais, il y a la satisfaction d'avoir appris quelque chose de nouveau et d'avoir compris la machine, en fait. Parce que c'est pas parce que quelqu'un suit une formation qu'il veut forcément tout de suite l'appliquer. Ouais. Donc c'est pas son besoin. D'accord. Donc il y a différents. Donc c'est pour ça que à un instant T, avec ces différents facteurs, et puis il y en a d'autres, il y a des gens qui vont pas forcément emboîter le pas tout de suite, quoi. D'accord. Ouais. Ok, c'est intéressant. C'est pas quelque chose. J'ai appris un truc. Je pensais j'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est intéressant. Oui, parce que dans la psychologie, une personne qui se forme, il n'y a pas forcément enfin, tu vois, la satisfaction, elle vient de différentes formes, sous différentes formes. D'accord. Ok. Alors, 2007. Il y a un sacré bout de temps maintenant. Tu vas arrêter de répéter ça. C'est plutôt une bonne chose, je trouve. Non, c'est plutôt une qualité. C'est loin tout ça, c'est loin. Mais du coup, tu as de l'expérience quand même dessus. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à cette expérience, toi, tu as vu, parce que tu t'y es intéressé relativement tôt, j'imagine le marché évoluer. Si tu t'es intéressé déjà à l'argent, tu as dû vivre la crise de 2008 différemment des personnes qui s'y intéressaient pas. Ouais. Rétrospectivement, qu'est-ce qui a changé, que ce soit en business, en bourse, en IMO, depuis 2007 ? Comment les choses ont évolué d'après toi ? Est-ce qu'on peut encore, à notre époque, réussir des choses intéressantes ? Oui, bien oui. Effectivement, comme tu le rappelles, moi, quand je commence à m'intéresser à tout ça, 1 an après, tu as le monde qui s'écroule quand même. Hein. Ouais. 2008, subprime. Faillite de Lehman Brothers. Faillite. Donc, je me dis, OK, bon, le CDI, c'est pas si mal. Donc, ça va calmer un peu. Non, mais voilà, c'est vrai que, blague à part, il y avait cet élément de contexte au départ. Alors, comment ça a évolué pour moi ? Déjà, oui, je pense qu'il est possible. De toute façon, il est toujours possible en tout temps de lancer un business et de réussir. Voilà. Ça, pour moi, c'est une loi universelle. Il est tout le temps possible. Après, tu as des marchés et des conditions qui sont des fois un peu plus favorables, un peu moins favorables. Ouais. Mais des entrepreneurs, il y en a toujours eu. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas les entrepreneurs, le monde il serait assez différent. Donc, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Donc, voilà. Après, il y a un gros changement, surtout en ce moment, ce qu'on observe, c'est que ce qui a beaucoup changé, c'est tout ce qui tourne autour de la politique monétaire, tu vois, des banques centrales, qui, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de prix de l'argent, parce que les banques centrales impriment de l'argent et injectent ça dans le système financier, et donc elles faussent les prix. C'est un gros problème. Parce que ça crée des effets bulles et des effets distorsion, d'où les prix de l'immobilier qui progressent beaucoup par rapport aux revenus et qui en sont décorrélés. On peut voir des exemples un peu extrêmes comme à Londres ou à New York,
tu vois, pour une personne avec un job normal, il n'est plus possible de se loger. Quoi. Tu vois, donc ça crée des distorsions comme celle-ci. Donc ça fait partie des problèmes. L'avantage, malgré tout, c'est que les actifs, ils sont faciles à acquérir. Donc les financements existent, ils sont faciles à obtenir. Donc ça, c'est peut-être ce qui a changé. C'est que autant tu te mets post-2008, 2009, 2010, voilà, le financement immobilier, tu vois, c'était moins... fallait un peu ramer, quoi. Voilà, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est sur la partie immobilier, voilà, le message, c'est vraiment que le financement est hyper facile depuis 5-6 ans. C'est facile, quoi. C'est vraiment facile. Les banques sont assez peu regardantes, peut-être même trop peu regardantes en France. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça. Donc, c'est assez facile de tirer son épingle du jeu. L'investissement locatif, ça reste quand même malgré tout anecdotique, confidentiel en France. Tu vois, même s'il y a de plus en plus d'investisseurs, parce que sur Internet, on en parle et tout ça, il y en a de plus en plus. Mais ça reste malgré tout une petite partie de la population qui le fait. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités. Alors, pas forcément dans les grandes villes, les grandes métropoles, les 3, 4, 5 grandes métropoles, là forcément il y a du monde. Mais dès qu'on sort de ça, il y a encore de la place. Voilà. Et puis sur l'aspect, donc tu vois, la partie monétaire, ça influence l'immobilier et la bourse, les actifs, de toute façon, en général. Donc là, sur la bourse, les prix, pareil, sont assez faussés. Tu vois, c'est difficile de savoir quel est le bon prix de tel titre ou tel titre. Il y a des méthodes d'analyse financière, mais derrière, comme il y a un des facteurs importants qui est le coût du financement ou le coût de la dette qu'on n'a plus, c'est difficile d'avoir des analyses précises. Et après, sur la partie business, notamment Internet, là, ça a beaucoup changé depuis 2007. Parce que j'imagine. 2007, ça n'existait quasiment pas, en France en tout cas. Et maintenant, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Et du coup, ce que ça change, c'est que il faut de plus en plus être professionnel pour se démarquer. Parce que comme il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, en tout cas qui ont des business, pour se démarquer ou pour faire sa place, ça veut dire qu'il faut apporter un produit, un service qui soit différenciant déjà. C'est-à-dire pas la même chose que tout le monde, parce que sinon on est juste un MeToo de quelque chose qui existe déjà. Et puis surtout le faire d'une manière avec un niveau de qualité qui soit de plus en plus élevé pour pouvoir se différencier là aussi. Oui, tu fais pas une énième formation IMO ou une énième formation bourse ou une énième... ça va être compliqué. Enfin, tu peux le faire, mais ça va être compliqué, quoi. Oui, tu fais plutôt des choses bien spécifiques, comme ce que tu fais sur le financement ou la SCI par exemple. Voilà, c'est ça. C'est ça, nicher des choses et puis aller plutôt sur de l'expertise, parce que tout ce qui est grand public est assez je ne sais pas si c'est saturé, mais en tout cas, il y a beaucoup déjà d'acteurs. Donc voilà, certains, il faut plutôt aller sur de l'expertise. D'accord, ok, je te remercie. Qu'est-ce que tu donnerais comme meilleur conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer ? IMO, bourse, Internet, ou entrepreneuriat d'une façon générale. Est-ce qu'il y a un conseil qui pour toi s'appliquerait à ces 3 piliers en même temps, ou est-ce que tu aurais un conseil, ce qui te vient par la tête ? Le truc qui me vient par la tête, c'est que quand on se lance, peu importe le secteur, c'est qu'il faut, il faut bien... C'est devenir une espèce d'obsédé du truc en fait. Il faut devenir obsédé pendant un temps plus ou moins long. Je vais être obsédé par ce secteur. Lire tout ce qui se fait, manger immobilier, boire immobilier, dormir immobilier, aller voir les gens, aller sur le terrain. Si c'est la bourse, c'est parler à des investisseurs en bourse, à des traders, lire la vie des traders, voir les hedge funds, comment ils sont gérés, c'est quoi la philosophie, tout décortiquer, comprendre, en être obsédé surtout au début, pour acquérir une culture de ce qui existe, de ce qui se fait, ce qui se fait pas. Voilà, donc c'est y aller vraiment à fond au début, pas à moitié, timidement. Donc c'est-à-dire que concrètement, ça veut dire que si on a, si on a un job, on fait notre job et puis tout le reste, c'est fini les conneries. Quoi. Ça, on arrête les loisirs, on arrête Netflix, on arrête Amazon, on arrête tout et on se concentre sur notre truc. Voilà.
Sinon, ça sera quasiment perdu d'avance. Ouais, c'est qu'on faut pas le considérer comme un loisir, un à côté que ponctuellement on va traiter. C'est vraiment, ça devient si tu veux, une obsession. Quoi, si tu veux en vivre et le développer comme un business, oui, c'est sûr. C'est ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est ce qui permet vraiment d'avancer vite et puis de faire les choses bien. Ouais. On fera la semaine de 4 heures plus tard. Ouais, on a le temps encore, ça va. Est-ce que tu veux, pour terminer, nous parler un petit peu tu as 1 ou 2 projets à venir, des trucs sympas ou quelque chose à rajouter? Ouais, je démarre l'écriture d'un livre. Ok. Voilà. Donc un de plus. Je l'ai pas. Voilà, un de plus. Bon, j'en ai pas fait 50, mais là, ce sera mon livre sur la liberté financière. Ok. Tout simplement, qui va être un livre où je vais raconter mon histoire avant tout. Et partager évidemment des leçons, mais ça ne va pas être un livre technique, par exemple, sur l'immobilier ou ce genre de choses, qui n'est pas forcément très intéressant à lire en plus. Là, ça va vraiment être une histoire, et avec l'idée de donner envie aux personnes aussi de se lancer dans l'immobilier ou dans la bourse ou sur la partie business. En tout cas, de développer une forme de liberté financière. Ouais. Quoi, voilà. D'accord. Donc ça, c'est la big news. Ça, c'est... Je ne l'ai pas encore trop annoncé, donc c'est un petit peu... D'accord, c'est un petit teasing. Un petit teasing, une petite exclusivité. C'est une bonne nouvelle, c'est une grande nouvelle. Quoi. Voilà. D'ailleurs, on en discutait il y a 2 jours, mais je ne sais pas s'il y a grand monde qui le sait, mais moi, un des premiers bouquins finance que j'ai lu, c'était l'adaptation que tu avais faite du livre, c'était Ramit Sethi, c'est ça? Ouais. Devenez riche. Devenez riche, ouais. Et à l'époque où j'étais à découvert un système financier inexistant, les principes, grâce à ce bouquin, les principes que j'ai mis en place, ça fait des années maintenant, je m'en occupe plus, mais ça tourne toujours en automatique et les comptes sont gérés en automatique. Et ça a été une des premières révélations de me dire, en fait, c'est tellement simple que c'est génial. En fait, ça marche. Ouais, non, mais c'est fou, quoi. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Donc, non, c'est top. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on clôture cette interview? Écoute, non, moi très content. Je suis très content de l'échange qu'on a eu. C'était cool. Moi aussi. Voilà, donc, merci encore à toi d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui et de partager ce retour d'expérience en tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant pour te suivre depuis un moment et puis pour te connaître maintenant, d'avoir un petit peu cette rétrospective. Et j'espère que ça aidera en tout cas les gens qui nous ont regardés à soit à se lancer, soit à persévérer, soit à développer d'autres projets. Enfin, on a abordé un petit peu, je pense, toutes les étapes du débutant à quand on est un peu plus confirmé. Et j'espère en tout cas, moi j'ai passé un bon moment, donc merci à toi. Merci beaucoup, et puis voilà. Et puis écoutez, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce si vous avez aimé la vidéo et à s'abonner pour rester informé dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci à vous d'être resté jusque là, merci de votre fidélité et à bientôt sur la chaîne. Ciao. Salut.